Bonjour à tous, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcasts La Prospective. À travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir. Dans cet épisode, nous recevons Emmanuel Maître, qui est chercheur spécialisé entre autres sur les questions de prolifération des armes nucléaires et la dissuasion à la Fondation pour la recherche stratégique. Nous allons parler des risques de conflits nucléaires. Cette conversation est disponible en vidéo sur YouTube et en audio sur votre plateforme de podcast préférée. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous soutenir via nos contenus premium sur le site the-flares.com ou encore de partager ce podcast, écrire une revue, etc. C'est une façon simple et rapide de nous donner un véritable coup de pouce. On vous souhaite une bonne écoute. C'est parti. Bienvenue sur le podcast de Flares. Vous vous présentez votre parcours et intérêt de recherche. Je m'appelle Emmanuel Maître, je suis chargée de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique depuis plus de 8 ans. Et à la Fondation, donc, je fais un travail de recherche et d'analyse sur les questions nucléaires militaires, quasiment exclusivement, et en particulier donc sur les questions de dissuasion, de non-prolifération et de désarmement. Donc j'essaie de couvrir un peu tout le spectre stratégique et diplomatique lié aux armes nucléaires. D'accord. Et donc, comme vous l'avez mentionné, donc vous travaillez au sein de la Fondation pour la recherche stratégique. Quel est le but général de cette organisation ? Donc c'est un centre de recherche indépendant qui a pour vocation de produire de l'expertise sur les questions stratégiques, principalement les questions de sécurité et de défense. La Fondation travaille avec des partenaires institutionnels, notamment en France, le ministère des Armées, par exemple. On va travailler sur des analyses à destination de clients, entre guillemets, publics, mais aussi, par exemple, l'Union européenne ou d'autres acteurs. Et puis, bien sûr, on contribue au débat public par nos publications, par notre participation éventuellement dans les médias, etc. Donc, c'est vraiment contribuer à la connaissance sur nos sujets de recherche. Et est-ce que cette fondation pour la recherche stratégique s'intéresse spécifiquement à la question nucléaire, ou est-ce que vous êtes aussi sur des autres questions qui touchent à la défense en général, par exemple les biorisques, les risques de pandémies artificielles ou des dangers de l'intelligence artificielle, qui est quelque chose d'assez dans l'air en ce moment, ou les robots autonomes, par exemple? Oui, tout à fait. On a en effet une petite équipe qui travaille depuis longtemps sur les questions nucléaires militaires, mais c'est pas du tout le seul sujet sur lequel on est positionné. Et en effet, de plus en plus, il y a un effort, mais je dirais que c'est un petit peu dans l'ADN de la Fondation, mais pour regarder un peu ce que certaines technologies émergentes peuvent porter comme risque ou contribuer à la défense. Et en effet, les sujets que vous mentionnez, que ce soit par exemple les biotechnologies, l'intelligence artificielle, les drones, tout ce qui va être espace, etc. C'est vraiment des sujets d'intérêt pour nous, et on a des collègues qui sont vraiment experts sur ces domaines-là. Et il y a un intérêt très très fort pour regarder un petit peu tout ce que c'est nouvelles technologies ou nouvelles applications, parce que des fois c'est plutôt des questions d'application, quel effet, quel impact ça peut avoir sur la sécurité internationale. Effectivement, on va s'intéresser presque exclusivement dans cette discussion sur les risques de conflits nucléaires. Donc, peut-être en préambule, on pourrait apporter un peu de contexte déjà sur quelles nations possèdent des armes nucléaires et quel est le nombre d'ogives dans les arsenaux de ces nations. Donc aujourd'hui, il y a 9 pays qui ont des armes nucléaires, parmi lesquels il y en a 5 qui sont des puissances, on va dire, reconnues diplomatiquement comme des puissances nucléaires dans le cadre du traité de non-prolifération qui a été signé en 1968. Ces 5 États, c'est les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, la Chine et la France. Les 2 puissances aujourd'hui qui comptabilisent le plus d'armes nucléaires, c'est de loin la Russie et les États-Unis. Selon certains calculs, on a à peu près 4500 armes nucléaires, têtes nucléaires du côté de la Russie, environ 3700 du côté des États-Unis. Ensuite, assez loin derrière, pour l'instant, vient la Chine avec peut-être à 350 armes nucléaires, mais avec une progression qui semble assez rapide côté chinois. La France, peut-être moins de 300 têtes nucléaires, c'est ce qui est dit officiellement, et le Royaume-Uni avec autour de 200. Et puis, 4 autres pays ont développé des armes nucléaires en dehors du traité de non-prolifération, donc sans être reconnus officiellement comme des puissances nucléaires. Le premier, c'est Israël, qui ne reconnaît pas officiellement posséder des armes nucléaires, mais on estime qu'elle en aurait à peu près une centaine. Ensuite, on a l'Inde et le Pakistan,
qui ont officialisé entre guillemets leur programme et leur capacité en 1998 avec un essai qu'ils ont mené chacun de leur côté, qui ont à peu près entre 100 et 200 têtes nucléaires chacun, plutôt des arsenaux en légère progression. Et puis le dernier entre guillemets du club, c'est la Corée du Nord qui a réalisé plusieurs essais nucléaires et dont le nombre de têtes nucléaires est complètement inconnu, mais manifestement est croissant. Donc voilà un peu le club des 9 aujourd'hui puissance nucléaire. Vous avez mentionné qu'on peut-être 350 ou on ne sait pas, donc ça veut dire qu'il y a une certaine forme de défense, enfin de secret, ouais, Oui. sur ces armes. Alors, tous les pays ont pas la même politique. Hein. Il y a d'un côté les États-Unis et la Russie sont assez particuliers parce que c'est les pays qui ont eu des traités internationaux qui ont encadré leur nombre d'armes nucléaires. Et donc, dans le cadre de ces traités, ils ont été amenés à communiquer sur le nombre de têtes qu'ils avaient déployées, notamment le traité New Start. Alors, là où il y a après une forme d'incertitude, c'est que ça dépend un petit peu ce qu'on compte. Donc, dans le traité New Start, c'est les armes stratégiques, c'est celles qui peuvent être emportées sur des vecteurs qui vont parcourir des milliers de kilomètres, en gros, qui vont pouvoir être utilisés l'un contre l'autre, entre guillemets, c'était ce qui intéressait principalement les Russes et les Américains. Ensuite, sur les autres têtes, il peut y avoir des incertitudes sur ce qui est déployé, ce qui est en attente de démantèlement, etc. Donc, selon ce qu'on compte, le nombre n'est pas toujours très clair, mais en tout cas, pour les États-Unis, il y a une transparence assez forte. On sait à peu près ce qui a été produit et ce qui est toujours déployé. Je l'ai dit, la France a annoncé publiquement qu'elle avait moins de 300 têtes nucléaires, donc on a quand même une idée assez précise. Pour certains autres pays, au contraire, et la Chine notamment, c'est vraiment la stratégie qui est retenue. Il y a une volonté d'ambiguïté parce qu'ils estiment qu'étant donné qu'ils sont beaucoup moins d'armes nucléaires que les autres, il est plus intéressant pour eux de faire preuve d'une certaine manque de transparence pour qu'elles soient moins vulnérables à une éventuelle attaque américaine en l'espèce. Donc là, la stratégie retenue est de faire preuve plutôt d'opacité. Et puis, je le disais, le cas très très particulier d'Israël qui a jamais reconnu officiellement avoir des armes nucléaires. Donc là, c'est encore une stratégie un peu différente et on peut faire que des estimations qui sont souvent faites en fait en regardant quelles sont les capacités de production de matières fissiles de ces pays, combien il faut de matières fissiles pour faire une arme nucléaire. Et donc, des scientifiques vont essayer d'estimer, mais vraiment, souvent c'est un nombre maximal en fait qui aurait pu être produit par le pays avec les installations dont il dispose. Donc c'est plus une estimation que vraiment un décompte personne n'a accès aux installations et il n'y a pas de communication de la part de l'État. Et ouais, donc ça renvoie à la question finalement de comment on fait pour savoir qui est en train de fabriquer des armes nucléaires. Voilà, quels sont les moyens de détecter. Vous avez mentionné essayer de suivre les matières fissiles. Les matières fissiles, voilà. Une deuxième question, c'est si jamais on détecte qu'un État est en train de poursuivre un programme d'armement, est-ce qu'il existe des moyens d'action de la communauté internationale pour l'empêcher d'aller au bout? Alors, depuis l'adoption du traité de non-prolifération, le TNP, il y a eu un effort collectif de la communauté internationale pour justement limiter le nombre d'États ayant des armes nucléaires. Et il y a eu tout un système qui s'est construit autour de l'AIEA, l'Agence internationale à l'énergie atomique, pour contrôler les installations qui produisent des matières nucléaires qui sont utilisées par la plupart des États pour des programmes civils liés à l'énergie nucléaire, pour s'assurer que ces capacités-là ne sont pas détournées pour un usage militaire. Donc tous les pays qui ont des installations nucléaires sur leur territoire, des réacteurs, des usines de production de combustible, même des mines d'uranium, etc. Tous ces pays-là ont des contrôles réguliers d'agents de l'AIEA, donc de l'Agence internationale, pour s'assurer que tout ça suit bien le cadre qu'ils indiquent, que les déclarations qu'ils font sont conformes et que toutes les matières restent dans le circuit civil, on va dire. Donc tous les pays qui sont astreints à ces contrôles, théoriquement, l'AIEA doit pouvoir indiquer à la communauté internationale que les programmes de ces États-là sont civils. Alors ce qu'on a vu évidemment dans les années 90, c'est que l'AIEA à l'époque n'avait pas été en mesure de détecter qu'il y avait des installations clandestines qui n'étaient pas déclarées par les pays. Ça a été le cas en Iran, bien sûr, mais aussi en Irak, en Syrie et en Libye dans une certaine mesure. Donc depuis cette époque-là, l'AIEA a des mécanismes supplémentaires pour justement pour avoir des inspections plus poussées. Alors évidemment, il est toujours possible que certaines installations échappent à son contrôle. Les États membres de la communauté internationale ont aussi des capacités de renseignement pour essayer de repérer ce type d'installation, sachant que si une installation de production de matières fissiles n'est pas déclarée dans un pays,
on peut avoir quand même des doutes sur les intentions du pays et se demander s'il n'y a pas justement une connexion avec un programme militaire. Évidemment, si un pays décide de sortir des cadres internationaux et de ne plus accepter la présence d'inspecteurs de l'AIEA, il n'y a plus de moyens de contrôle. C'est ce qui s'est passé pour la Corée du Nord. Alors, on pouvait voir qu'il y avait un programme, on connaissait les installations de ce qui s'avait déclaré dans le passé, mais il n'y avait plus moyen de regarder ce qui se faisait. Ce qu'on peut dire, donc, c'est qu'il y a, entre guillemets, un double mécanisme. Il y a le mécanisme international officiel des inspections, etc. Il y a évidemment le renseignement, avec des moyens de contrôle divers et variés, y compris tout ce qui va être imagerie satellite, etc., pour regarder les installations, contrôle des exportations, regarder qui importe, exporte de l'uranium, qui importe ou exporte différents composants qui peuvent être utiles pour fabriquer, par exemple, des centrifugeuses qui vont ensuite enrichir l'uranium. Tout ça est très, très surveillé. Évidemment, on a vu dans le passé que certaines installations n'avaient été détectées que très tardivement. Le cas iranien est vraiment important dans ce domaine-là. Depuis, la communauté internationale et les principaux États qui travaillent, qui sont très sensibles à ces questions-là, les États-Unis, etc., sont très attentifs. Mais on peut jamais dire que c'est absolument impossible de ne pas être détecté. C'est un peu toujours le jeu du chat et de la souris. Il y a beaucoup de moyens de contrôle. Après, les États peuvent essayer de dissimuler des capacités et essayer d'échapper à ce contrôle. Et qu'en est-il des armes, des ogives qui peuvent être perdues? Par exemple, notamment à la fin de la guerre froide, il y a eu évidemment l'URSS qui s'est effondré. Donc, il y a des pays qui étaient satellites à l'URSS, dont il me semble l'Ukraine, possédait des armes. Il y a eu des tentatives diplomatiques pour essayer de les récupérer de la part des États-Unis, peut-être d'autres pays. Est-ce qu'on a un inventaire de tout ce qu'il y avait? Est-ce qu'on peut peut-être craindre que certaines ogives soient détenues par des acteurs non étatiques? Alors, il y a eu en effet une très grande crainte à la chute de l'URSS d'avoir des pertes, des vols, des détournements de matières nucléaires, y compris d'armes nucléaires complètement opérationnelles. Cette crainte était assez justifiée parce qu'il y avait un délitement total de l'appareil d'État, parce qu'il y avait des hangars, des installations au fond de la Sibérie ou ailleurs qui étaient plus surveillés, des gens pas payés qui devaient les garder, etc. Donc il y avait vraiment des raisons de s'inquiéter. Il y a eu un investissement en effet majeur de la communauté internationale menée par les États-Unis qui ont vraiment investi pour essayer de sécuriser l'ensemble de ces installations, qu'elles soient sur le territoire de la Fédération de Russie ou en effet dans d'autres pays, dans d'anciennes républiques soviétiques. Et c'est un des grands programmes coopératifs qui a été une grande réussite en fait de l'immédiat après guerre froide et ce qui a permis quand même de rassurer largement sur le fait que tout avait été sécurisé et stocké dans des conditions finalement normales. Toutes les armes nucléaires qui étaient déployées au moment de la chute de l'URSS dans d'autres républiques ont été ensuite rapatriées. Ça a pris un certain temps, mais tout a été rapatrié en Russie. Donc c'était en effet au Kazakhstan, en Ukraine et en Biélorussie qu'il y avait des têtes nucléaires. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas eu d'inquiétude. Enfin, il y a eu une inquiétude qui a été, je dirais, grâce à un gros investissement diplomatique, financier, etc. On a pu avoir une certaine assurance là-dessus, mais ça n'a pas empêché ensuite, et notamment après 2001, un nouvel effort et je dirais une nouvelle prise de conscience du fait que concernant les armes nucléaires en elles-mêmes, on avait réussi on savait où elles étaient sécurisées, etc. Sur tout ce qui était plutôt matière fissile, il pouvait encore y avoir des installations qui manquaient de sécurité. Et dans le contexte du terrorisme de masse de 2001, etc., il y a eu une nouvelle inquiétude là-dessus sur le fait que certaines installations pouvaient être vulnérables à des attaques de groupes terroristes, etc. dans différents pays, y compris on est à une époque où il y a pas que la Russie, il y a le Pakistan, il y a d'autres États qui peuvent avoir des installations plus ou moins bien gardées. Donc il y a eu un nouvel effort international vraiment avec un accent mis sur la question du terrorisme nucléaire éventuel, des acteurs non étatiques, ce qui a permis quand même de sécuriser la plupart des installations dans des pays très très variés, avec vraiment des programmes intéressants. Donc le bilan de tous ces efforts-là, c'est qu'on a quand même réussi à avoir un effort concerté international plutôt positif pour sécuriser ces installations, ces matériels, ces armes. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de risque zéro, il y a toujours la crainte et on l'a vu en fait sur les volumes de matières fissiles qui ont été produits depuis 1945, en particulier par la Russie et par les États-Unis.
il y a toujours le risque que certaines aient été perdues. D'ailleurs, quand on regarde même un pays comme les États-Unis, qui a quand même une comptabilité de ces choses-là très précise, auquel on peut faire une certaine confiance sur le fait d'être assez sérieux sur la traçabilité. Eux-mêmes, il y a des incertitudes sur les chiffres, il y a des kilogrammes d'uranium enrichi qui manquent quand ils regardent ce qu'ils ont produit depuis 45, ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc il y a toujours un petit delta et un risque qu'il y ait eu des pertes à un moment, mais il y a quand même eu des efforts nombreux pour éviter les risques majeurs liés en effet au vol, au transfert, etc. de ce type de matière vers des groupes étatiques ou non étatiques. Ça rassure un peu. Et du coup, ces armes nucléaires, elles sont incluses dans une stratégie qu'on appelle la dissuasion. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme, et est-ce que la dissuasion, elle est rationnelle d'un point de vue stratégique comme ça? Alors en effet, au début, quand les armes nucléaires ont été conçues et utilisées la première fois en 1945, on n'est pas encore vraiment dans la dissuasion. C'est un concept qui s'est rattaché très rapidement, en revanche, en fait, dès qu'on a compris les effets potentiels de cette arme, avec ses capacités. L'idée de la dissuasion, c'est très simple, c'est que on menace de quelque chose particulièrement effrayant et terrible pour éviter une agression. Donc c'est vraiment une stratégie qui est censée être défensive et qui est censée être pour empêcher un conflit majeur d'émerger. L'utilisation qui a été faite pendant toute la guerre froide et jusqu'à maintenant, c'était vraiment de dire, voilà, on est deux puissances majeures au début, l'Union soviétique et les États-Unis. On a de nombreuses raisons de rentrer en conflit, il y a une hostilité forte, mais on comprend que si on rentre en conflit, on va aboutir à notre annihilation mutuelle, et donc c'est impossible, et donc il faut pas le faire, et donc on évite, il y a des lignes rouges qu'on ne franchit pas. C'est en effet une théorie qui s'est vraiment rattachée à l'arme nucléaire. Ça veut pas dire que ça n'existait pas avant, qu'il n'y a pas eu des formes de dissuasion dans l'histoire avec différentes autres capacités militaires, mais c'est vraiment les théoriciens, les stratèges des années 50-60 ont immédiatement vu à quel point l'arme nucléaire avait un lien très fort avec cette théorie-là, du fait de ces effets absolument apocalyptiques potentiels. Il y avait évidemment une capacité à dissuader que n'ont pas d'autres systèmes d'armes. C'est une capacité qui repose fondamentalement sur un pari de la rationalité. Et le pari, c'est de dire que l'adversaire va comprendre qu'il doit reculer et qu'il ne doit jamais aller à un niveau où l'arme nucléaire est utilisée. C'est une arme qui doit jamais être utilisée parce qu'on comprend, surtout au moment où on fait les explosions de bombes H, etc., dans les années 50-60, quand les arsenaux se développent de manière absolument exponentielle, on comprend qu'on peut avoir des conséquences purement et simplement de destruction de son propre pays. Et donc, l'idée, c'est qu'un leader rationnel ne peut pas aller jusque-là. Donc, c'est une théorie qui repose en effet sur la rationalité pour s'appliquer. Est-ce que c'est possible que finalement ce soit un peu fallacieux dans le sens où on n'est pas toujours sûr que l'ennemi sera rationnel, ou l'adversaire potentiel, et dans le cas par exemple d'un petit peu un chien fou comme en Corée du Nord, on n'est pas sûr de quel pion il peut jouer, donc dans quelle mesure cette dissuasion peut échouer? Alors ça, c'est un débat qui en fait alimente qui est perceptible depuis les débuts de la dissuasion, et on a toujours eu l'idée est-ce que l'adversaire est forcément rationnel? Alors au début, on se disait est-ce que les communistes sont rationnels du côté américain? Est-ce qu'ils pensent comme nous, etc. Après, on s'est dit voilà des dirigeants qui sont mus par vraiment par des idéologies très fortes, que ce soit communiste ou quelle que soit l'idée qui est le régime qui sous-tend le régime nord-coréen, religieux peut-être ailleurs, etc. Est-ce que on peut avoir des dirigeants qui ont une autre rationalité ou qui n'en ont pas ou qui ne s'intéressent pas à la survie de leur peuple, pour qui c'est finalement accessoire et qui ont peut-être un but ultime de destruction plus fort, etc.
Et donc, il y a toujours un peu eu deux écoles entre ceux qui disent on peut pas parier sur la rationalité, on n'a peut-être pas la même, et puis en plus, ce qui est rationnel pour moi n'est peut-être pas pour un autre. Les lignes rouges, c'est peut-être pas entièrement compréhensible de la même manière avec l'adversaire. Est-ce qu'on se comprend vraiment, etc. Et puis, une autre école qui va vous dire, en fait, ce qu'on observe à la fois depuis 45, on va dire de manière empirique, et puis ce qui est quand même intuitif, c'est que aucun leader, quelle que soit son idéologie, quelle que soit sa culture, etc., ne peut souhaiter la destruction entière de son pays, y compris de sa personne, etc. On voit bien que personne n'a fait ce choix depuis 45, même les personnes qui étaient les plus folles, et d'ailleurs qui n'ont pas forcément été que dans des régimes on va dire un peu fantasque, mais on a bien vu même aux États-Unis des présidents qui n'étaient pas toujours avec une stabilité mentale absolument garantie. Mais même dans ces conditions, on a l'impression qu'il y a toujours eu quand même une forme, alors on peut appeler ça une forme de rationalité ou d'intérêt réel qui était de jamais conduire à sa propre perte. Donc il y a vraiment deux écoles aujourd'hui et malheureusement, enfin, je pense qu'elles sont assez irréconciliables. Mais ce qui est certain, c'est que avec la multiplication des puissances nucléaires, le fait que c'était pas seulement un Russe et un Américain comme ça avait été pendant de nombreuses années, que ça a été des personnes avec des cultures stratégiques très différentes, des idéologies très différentes, des régimes très différents. On a quand même l'impression qu'il y a une certaine dialogue ou pratique de la dissuasion qui s'est un peu imposée dans l'ensemble de ces pays. Que quand les Indiens parlent de dissuasion, les Pakistanais, les Nord-Coréens, ils utilisent quand même un langage qui est pas forcément similaire, mais qui a tendance à reprendre certains concepts ou certains mots, et on a l'impression que finalement cette doctrine est comprise dans des contextes stratégiques très très différents. Après, voilà, je pense que la question est finalement assez difficile à résoudre parce que c'est peut-être autant une question psychologique, sociale, etc., qu'une question vraiment purement stratégique. Oui, et puis on a l'impression que c'est un peu une sorte de scénario parfait où tous les acteurs sont rationnels et que tout fonctionne très bien, mais on a eu depuis 1947 énormément un nombre, je dirais, effrayant de close calls, donc des moments où il s'en est fallu de peu pour qu'une arme nucléaire soit utilisée, que peut-être une escalade par la suite éclate. Le rôle de la chance, notamment, c'est sur certains aspects, ou le fait qu'il y a une personne au bon moment, au bon endroit, qui a pris une décision qui a empêché les choses d'escalader, comme je crois que c'était Stanislav Petrov. Mmh mh. Et donc, comment les nations nucléaires aujourd'hui réfléchissent-elles à ces questions liées aux accidents, aux fausses alertes, aux mésententes, tout ça? Alors c'est en effet un élément sur lequel il y a une grande réflexion, en particulier, je dirais dans les États nucléaires occidentaux. En tout cas, dans ces pays-là, elle est ouverte et on en parle beaucoup, mais je pense qu'elle existe dans tous les pays. Et il y a plusieurs niveaux de réflexion. D'abord, il y a l'aspect vraiment de l'accident nucléaire militaire, et là, c'est vraiment une question de sûreté. Donc d'avoir des procédures, des installations, du personnel formé, et oui, un effort pour vraiment s'assurer qu'il ne puisse pas y avoir d'accident. C'est quelque chose sur lequel les pays travaillent beaucoup, enfin on peut espérer qu'ils le font. On a des choses qui sont rendues publiques, encore une fois, aux États-Unis, d'autant plus que dans les années, au début des années 2000, il y avait eu quelques incidents. Alors on était loin de l'accident nucléaire, mais enfin des incidents fâcheux et qui avaient conduit vraiment une réflexion assez forte au niveau en l'espèce c'était l'Air Force, mais tout le Pentagone, pour essayer de resserrer un peu les boulons à différents échelons et s'assurer qu'on était beaucoup plus sérieux sur la manipulation, le stockage, etc. des armes nucléaires. Donc ça, c'est, je dirais, quelque chose qui est fait un peu au niveau national. Chaque pays a ses propres procédures et on peut souhaiter, espérer que c'est fait de la manière la plus sérieuse possible. Il y a quand même des incitations à éviter d'avoir des accidents. L'incitation la plus basique et peut-être la moins bonne, c'est de dire qu'évidemment, si vous avez un incident ou un accident nucléaire avec vos propres armes, vous décrédibilisez entièrement votre système, votre population risque d'être très hostile aux armes nucléaires dans le futur, donc vous mettez complètement en péril votre système de dissuasion.
Après, il y a d'autres incitations peut-être plus légitimes, mais qui visent évidemment à garder le contrôle complet sur ces installations, à s'assurer qu'elles puissent pas être la même pour un régime autoritaire, par exemple, que ça puisse pas être tel ou tel responsable militaire qui puisse avoir accès et contrôler telle ou telle arme. Donc il y a quand même des efforts de chaque nation sur lesquels on ne sait pas grand-chose, mais on peut supposer que les nations font le nécessaire. Pour tout ce qui est risque d'escalade, plutôt au niveau, voilà, un conflit de faible intensité, une incompréhension, et puis un conflit qui dérape rapidement vers du nucléaire. Là-dessus, les États ont essayé de mettre en place des mesures internationales, en particulier suite à des événements qui ont un peu traumatisé les esprits, comme la crise de Cuba, où en effet on se retrouve très rapidement dans une situation extrêmement conflictuelle et grave entre deux puissances nucléaires. Donc en particulier, il y a des mesures qui ont été adoptées de communication déjà. Le fait de pouvoir échanger très rapidement et non pas d'attendre le retour de lettres qui peut prendre plusieurs jours. Le fait d'avoir des mesures de notification de certaines activités. Par exemple, quand il y a des incidents sur différentes choses, des fuites nucléaires, des incidents avec des avions qui dépassent l'espace aérien de manière par erreur, par accident, etc. De pouvoir prévenir l'adversaire pour pas qu'il imagine qu'il est tout de suite sous attaque. D'autres activités font l'objet de notifications entre la plupart des puissances nucléaires, par exemple les essais de missiles balistiques. Les États se préviennent à l'avance pour pas qu'ils puissent imaginer que c'est une attaque de missiles. Pour comprendre justement, ça fait référence à un accident bien connu de la guerre froide où mais il y a eu plusieurs cas où des essais de missiles ou même des lancements de fusées ont été interprétés comme une attaque de missiles. L'objectif de ce type de mesures, qu'on appelle des mesures de confiance ou de transparence, c'est justement de limiter le risque d'escalade un peu involontaire ou incontrôlée. Évidemment, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est dans quelle mesure est-ce que les États ont suffisamment de confiance, entre guillemets, pour croire ce que va leur indiquer l'autre partie, pour faire fonctionner ces systèmes de notification, etc. Alors, on est dans un contexte de grande tension aujourd'hui. Pour l'instant, ces mécanismes ont toujours l'air de tenir, de fonctionner. Tous les États voient bien l'intérêt qu'il y a à adhérer à ce type de système, mais c'est quelque chose qui reste toujours relatif. Hein. Ça évite dans une certaine mesure un certain nombre de risques. Ça évite pas tous les risques, évidemment. C'est malheureusement le principe de l'arme nucléaire, c'est qu'il y a toujours un risque d'utilisation. Oui, et puis ce qui fait aussi peur, c'est le temps de décision finalement de choisir si on détecte une alerte, il faut faire des représailles ou pas. Il y a donc voilà, il y a pas beaucoup de temps pour vérifier. Et ça met beaucoup de pression sur les décideurs. Oui, alors là-dessus, c'est vrai que c'est un objectif aussi des états-majors et des forces armées de donner le plus de temps possible aux décideurs avec des systèmes d'alerte le plus sophistiqués possible. Donc les États-Unis ont couvert un peu l'espace de satellites pour détecter très rapidement, au plus tôt dès qu'il est lancé, le missile, pour avoir ensuite tout le temps de vol maximum pour que le président soit informé et prenne sa décision, de pouvoir lui donner des informations aussi fiables que possible. Donc il n'y a pas qu'un seul système de détection, il y en a plusieurs redondants pour pouvoir dire oui, là on est vraiment sûr, pour pouvoir vérifier ces fameux systèmes de communication qui permettent de vérifier est-ce que c'est un accident, est-ce qu'il y avait un lancement de fusée au même moment, etc. Donc ça a été quand même un objectif des pays. Alors je parle beaucoup des États-Unis parce qu'en fait c'est là où il y a le plus de communication, d'information, et donc on sait que ces choses-là ont été mises en place. Et puis ça c'est un volet. L'autre volet, ça va être de potentiellement limiter ou interdire les armes qui laissent le moins de temps de réaction possible. C'était un peu l'objectif des armes à portée intermédiaire qui étaient déployées en Europe dans les années 70 et qui avaient un temps de vol évidemment plus court que des armes intercontinentales, donc un temps de réaction plus faible. Et donc l'idée c'était si on peut limiter ces armes-là, on évite la pression en effet de décider très très rapidement s'il faut riposter, comment, etc. Donc il y a différents moyens, mécanismes qui ont été mis en œuvre pour accroître le temps de réaction. C'est en tout cas l'objectif officiel de la plupart des États. Et donc, il y a aussi cet argument que finalement, depuis 1945, elles n'ont pas été utilisées dans un conflit. Donc, ça veut dire que beaucoup estiment que ça a été une des raisons pour laquelle on n'a pas eu de Troisième Guerre mondiale. Mm-hmm.
Et donc, on pourrait se dire, tout va bien, on a une sorte de stabilité, mais est-ce que c'est pas finalement un raisonnement fallacieux? Parce qu'il me semble qu'il y avait le philosophe Bertrand Russell qui disait que finalement, un funambule peut pas marcher sur un fil pendant des siècles, il finira par tomber. Et donc, si on ne finit pas par désarmer totalement la planète, à un moment donné, il y aura un conflit nucléaire. Donc, est-ce que c'est pas un peu utopique de penser qu'on n'utilisera jamais ces armes, même si on les a? Là encore, je pense qu'il faut vraiment mentionner qu'il y a plusieurs lectures historiques qui sont faites, ne serait-ce que de la période qui nous sépare de 1945, avec, je dirais en effet, une opinion qui est partagée bien sûr par les dirigeants des États dotés d'armes nucléaires, qui est de dire ça a permis d'éviter des conflits conventionnels majeurs de type Troisième Guerre mondiale. Évidemment, c'est invérifiable parce qu'on peut pas refaire l'histoire et vérifier s'il y aurait ou pas eu une Troisième Guerre mondiale si on n'avait pas eu la dissuasion. Donc, d'un point de vue empirique, on peut jamais le vérifier, on saura jamais. Et donc, on peut pas vraiment mettre d'accord les historiens qui ont des interprétations différentes de cette période-là. Je crois qu'aujourd'hui, les États ont tous indiqué qu'ils avaient l'objectif d'un désarmement à terme. En tout cas, c'est leur politique officielle. De souhaiter le désarmement général et complet, c'est ce à quoi ils se sont engagés dans des traités internationaux. Donc je pense qu'il y a cette conviction partagée qu'en effet on ne peut pas juger que l'humanité se portera à merveille si elle est pendant des millénaires sous le parapluie avec tous les défauts qu'il peut avoir de cette arme apocalyptique. Donc je pense que ça c'est quand même une vision qui est assez partagée. Après, le problème, et je pense que là aujourd'hui on est vraiment dans une période où on observe cette division de manière très forte entre ceux qui vont estimer qu'il faut un désarmement urgent et que ça va permettre ensuite, je dirais, une désescalade des conflits et un apaisement des relations internationales, ou ceux, et quand on entend bien sûr la diplomatie française, c'est l'argument qui est fait, qui disent que dans le contexte actuel, ce serait irresponsable de désarmer parce qu'on se précipiterait vers une guerre conventionnelle qui aurait largement, avec les moyens qu'on a, les moyens de faire des centaines de milliers de victimes aussi sans trop de problèmes. Donc, on est vraiment sur pas tellement, je dirais, le diagnostic final, il est assez partagé. Je dirais que là où il y a vraiment une divergence des points de vue, c'est sur l'idée de savoir si aujourd'hui c'est responsable ou pas d'aller vers le désarmement, si c'est même éthique de le faire maintenant, comme ça, je dirais de manière un peu brutale, ou si au contraire ça doit être quelque chose qui est construit, qui est permis par un apaisement des relations, par des mécanismes internationaux, par un ensemble de choses qui permettent de construire ça et d'éviter de sauter dans une situation peut-être plus conflictuelle. Donc c'est là où il y a vraiment des désaccords sur la question. Avant de continuer, je tiens à vous parler de nos contenus premium. En plus des vidéos sur la chaîne YouTube et les podcasts, nous produisons du contenu exclusif sur notre site theflair.com, comme des docus ou des fictions au prix d'un café ou d'un menu petit-déj à la gare, voire à l'aéroport. Oui. Nous comptons faire grossir ce catalogue de contenus dans les mois qui viennent, afin que ceux qui souhaitent soutenir notre travail puissent le faire avec quelque chose de tangible en retour. Et tout cela s'inscrit dans notre objectif de créer un média indépendant de prospective financièrement viable pour soutenir nos projets et notre ambition, afin de vous apporter toujours plus de qualité. Rendez-vous dans le lien dans la description pour en savoir plus. Donc là, peut-être qu'on pourrait transitionner vers le contexte actuel aujourd'hui, notamment avec les tensions. Donc, il y a des tensions entre la Russie et l'OTAN, la Chine et les États-Unis, donc Taïwan, l'Inde et le Pakistan. Il y a la Corée du Nord aussi, qui est un petit peu une carte joker. Hein. Et donc, comment on évalue aujourd'hui le risque de conflit nucléaire par rapport à d'autres périodes de l'histoire? Est-ce que on est dans parce qu'on a cette fameuse Doomsday Apocalypse qui change. Est-ce que aujourd'hui les risques sont plus élevés qu'il y a en 62 par exemple? Alors je pense que c'est très difficile à dire. En effet, il y a des scientifiques américains en particulier qui ont chaque année qui calculent entre guillemets le risque nucléaire, et si on s'en tient à ce calcul, il a jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui. C'est évident qu'on a tous perçu, je pense, en particulier en Europe l'année dernière, l'angoisse un peu de ce risque nucléaire. Après, je me garde un petit peu de comparaison parce que c'est vrai que on oublie peut-être que dans les années 50, 60, c'était normal pour les enfants américains de se cacher sous les tables régulièrement pour faire des exercices de protection, de réfléchir à l'évacuation en cas de frappe nucléaire. Donc je pense qu'on n'était pas dans un climat serein à cette période-là non plus, qu'on avait en effet des moyens de communication qui étaient réduits entre l'Union soviétique et les États-Unis, qui avaient des plans de frappe permanents pour viser toutes nos villes aussi à l'époque. Donc
On a ensuite connu, à partir des années 90, une période où, en effet, le risque nucléaire s'est clairement apaisé, malgré le fait que d'autres pays disposaient de l'arme au même moment, mais on a eu un sentiment peut-être de sécurité plus forte, qui nous a peut-être fait un peu oublier aussi ce que c'était que la crise des euromissiles, ou ce que c'était que les déclarations un peu, je dirais, qui ont peut-être rien à envier des déclarations de Khrouchtchev à celles de Poutine d'aujourd'hui. Donc, bon, c'est toujours difficile de comparer, mais ce qui est certain, c'est qu'on voit bien aujourd'hui, à la fois, on retrouve ce fameux couple américano-russe avec des tensions très fortes, et en même temps, on a à gérer des crises régionales, etc. Donc, il y a un risque qui est cumulatif, qui est de différentes natures, qui fonctionne pas, qui peut pas être résolu par une seule solution ou un seul mécanisme diplomatique, etc. Donc, c'est certainement très préoccupant. Oui, c'est vrai qu'on a notamment, je pense, pour des jeunes générations, redécouvert peut-être un peu la grammaire nucléaire, donc d'entendre un leader d'une superpuissance parler voilà, ouvertement de possibilité d'utiliser l'arme nucléaire pour garantir sa souveraineté ou son territoire. Si c'est le cas, par exemple la Russie, donc il y a certaines personnes pensent que ce qui pourrait arriver, c'est l'utilisation d'une ogive tactique. Alors, la différence, je suis pas sûr, c'est peut-être l'explosion, en tout cas le rendement. Est-ce qu'on a déjà un petit peu des plans qui nous montrent quel type d'escalade ça pourrait survenir après l'utilisation d'une arme par la Russie en Ukraine, par exemple? Oui, alors évidemment, c'est des choses qui peuvent exister. Alors, je ferai plusieurs remarques à ce titre-là. La première, c'est que on voit bien qu'il y a une grande prudence dans la manière d'aborder la question de la part des dirigeants politiques, et différentes réactions. On se souvient peut-être du président Macron qui, à l'automne dernier, a dit que le moins on en disait, le mieux c'était sur ces questions-là, etc. Il y a, je dirais, une réserve et une prudence, parce qu'il faut pas... personne ne veut donner l'idée que c'est possible, que c'est raisonnable, rationnel, et que la Russie pourrait le faire ou aurait un intérêt à le faire, etc. Donc, je crois qu'il y a vraiment là-dessus une réserve importante. Après, c'est sûr que c'est le travail des états-majors et des forces armées de préparer à ce genre de questions, de faire des jeux de guerre, war games, pour essayer de réfléchir à ce qui serait fait, pas fait, etc. Donc, il y a sans doute une réflexion là-dessus qui n'est pas rendue publique, mais on imagine bien qu'elle existe. Et puis, il y a des travaux académiques vraiment scientifiques sur la réflexion, en termes de radiation, d'effets de long terme, court terme, etc. Si on a tant d'armes qui sont utilisées, tant d'armes par tel pays, à tel endroit, selon telle et telle condition. Il y a des travaux qui ont été faits à différents niveaux, par exemple sur une crise entre l'Inde et le Pakistan avec un nombre peut-être limité d'armes nucléaires, sur une crise plus majeure entre la Russie et les États-Unis, etc. Mais là, c'est plutôt une analyse théorique pour essayer de réfléchir aux conséquences, y compris climatiques d'ailleurs, de détonation d'armes nucléaires. Je pense que c'est des travaux intéressants, mais quand on regarde un peu l'analyse académique, on voit bien qu'il y a une grande inconnue de ce qui serait le phénomène d'escalade, comment ça pourrait fonctionner. Et c'est justement un peu ça qui doit servir de retenue et qui doit appeler les États à jamais envisager l'utilisation d'armes nucléaires. Je pense que ça a été rappelé au plus haut niveau politique. On n'a aucune idée de comment les choses pourraient se dérouler. Et on doit jamais le savoir, le découvrir, quoi. C'est quelque chose, c'est justement cet inconnu, la crainte que ça puisse aller jusqu'à une apocalypse, selon des mécanismes qu'on maîtrise pas, qui doit servir de retenue pour les États, les dirigeants des puissances dotées d'armes nucléaires. Oui, c'est vrai que ces modélisations sont intéressantes, notamment les discussions autour de l'hiver nucléaire, parce qu'on se rend compte que finalement tout le monde est perdant. Si jamais il y a un hiver nucléaire, Oui. on peut pas s'en tirer, quoi. Il y aura des famines sur toute la planète, même ceux qui n'ont rien demandé. C'est un peu triste. Oui, c'est des travaux qu'en effet. Alors, ce qui est, il y a une équipe scientifique américaine qui s'est un peu spécialisée dans ces travaux-là. Je crois qu'au niveau officiel, il y a eu des travaux faits, mais pas forcément rendus publics. Les données sont pas forcément, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur les méthodologies. Les données, c'est des calculs. On sait très bien que la modélisation climatique, même sans armes nucléaires, c'est extrêmement complexe, et c'est un exercice théorique sur lequel il peut y avoir beaucoup de contestations et d'incertitudes. Mais néanmoins, c'est vrai que ça donne peut-être une prise de conscience, une visualisation, qu'évidemment, les radiations, elles ont un effet
je dirais, limité sur un certain nombre de kilomètres, les effets climatiques, ils peuvent être plus globaux, et ça a bien sûr conduit aussi les États non dotés, les États assez loin finalement de ces équilibres stratégiques-là, que ce soit sur le continent sud-américain, africain, etc., à aussi s'engager fortement pour le désarmement en se disant, on peut être les victimes par ricochet d'échanges nucléaires, et donc on est impliqué, on a un enjeu dans ces questions. Tout à fait. Et donc récemment, la Russie, vous l'avez mentionné, a décidé de se retirer du traité New Start. Déjà, en quoi consistait ce traité et quel est l'impact de cette décision du coup sur la stabilité internationale? Oui, alors pour l'instant, ils ont suspendu l'application du traité. Ils s'en sont pas formellement retirés, mais bon, ça a un peu des effets similaires. Donc le traité New Start, c'était un des derniers grands traités selon le modèle de ce qui avait été négocié pendant la guerre froide, qui encadrait les arsenaux stratégiques de la Russie et des États-Unis, c'est-à-dire qui imposait des plafonds, des limites quantitatives au nombre d'armes nucléaires déployées, à la fois sur des missiles intercontinentaux terrestres, donc dans des champs dans les deux pays, sur des sous-marins, des missiles intercontinentaux sur des sous-marins, donc intercontinentaux qui peuvent faire plus de 5500 km. Et encore une fois, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, le calcul initial, c'était des missiles qui peuvent directement toucher l'adversaire, du fait de leur portée, et puis des missiles pouvant être emportés par des bombardiers à long rayon d'action, donc encore une fois, qui pourraient emporter des armes sur le continent adverse. Donc le New Start c'est le dernier qui imposait des plafonds, et ces traités-là ont permis de réduire très très largement les volumes d'armes nucléaires par rapport à ce qui existait pendant la guerre froide. Ça permettait aussi aux deux pays d'avoir des informations, d'échanger des notifications sur leurs arsenaux, de spécifier où étaient localisées les armes, si elles étaient retirées du service, si elles se déplaçaient, etc. Il y avait des inspections qui étaient permises, nous permettant aussi une discussion un peu entre les deux États. Donc la suspension de la Russie à court terme, ça interrompt ces échanges de notifications, d'informations, les inspections qui de toute façon avaient été interrompues par le Covid. Ça, je dirais, confirme ce qu'on devinait, c'est-à-dire que les deux pays étaient très mal partis pour négocier un traité pour venir prendre la suite du New Start, qui de toute façon va expirer en 2026 selon c'est ce qui est prévu dans le traité. Théoriquement, les deux pays devraient être en train d'essayer de négocier un traité pour lui succéder. C'est ce qu'en tout cas la tendance qui a été faite depuis les années 70, d'avoir toujours un traité venant un petit peu imposer ces fameux plafonds. Pour l'instant, on voit bien que 2026, c'est un peu demain en termes stratégiques, et qu'il n'y a pas de négociations qui sont en cours, ni même qui sont... ça devient très, très peu réaliste d'imaginer que quelque chose va pouvoir voir le jour. Donc, à partir de cette date-là, il n'est pas impossible que les États décident de rehausser leur niveau d'armes nucléaires, ce qui serait inédit en fait depuis les années 80, hein, puisqu'on était vraiment sur une courbe déclinante pour ces deux États-là. Donc pour l'instant, il n'y a pas forcément de risque majeur que la Russie brutalement accroisse son nombre d'armes nucléaires, parce que les armes nucléaires, ça se produit pas en un claquement de doigts, ça prend énormément de temps, des ressources considérables. Ils sortent d'un programme de modernisation de leurs armes nucléaires qui a duré 20 ans, qui a été très long, très coûteux. On sait bien qu'ils ont aussi d'autres exigences de leurs forces armées pour les équiper sur tout un ensemble d'autres armes. Mais à terme, ça pourrait évidemment être un risque de voir les arsenaux à nouveau augmenter. Donc, dans le court terme, on peut pas imaginer qu'il va y avoir un accroissement massif des volumes d'armes nucléaires déployés par la Russie, et d'ailleurs par les États-Unis, parce que c'est des programmes d'investissement qui sont très longs, qui nécessitent des années de préparation et qui sont bien sûr très coûteux. Mais évidemment, dans le moyen terme, il y aura plus forcément de limites quantitatives, plus de prévisibilité, plus de transparence sur ce que font les uns et les autres, plus de visibilité sur l'évolution des arsenaux. Et donc, c'est un facteur supplémentaire de tension, d'incertitude entre les deux États. En termes de non-prolifération, donc le traité, donc le tout premier traité, c'était dans les années 60, il me semble. Le TNP, oui, tout à fait. TNP. Et donc aujourd'hui, il y a aussi pas mal d'activisme de la part de ICAN, l'ONG, de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Comment évaluez-vous les différentes démarches de cette ONG, et est-ce qu'il y a des espoirs de voir des victoires dans ce domaine?
Alors, ICANN fait partie des ONG qui ont justement qui défendent la vision d'une abolition rapide des armes nucléaires, qui estiment qu'elles ne contribuent aucunement à la sécurité, qu'elles ne jouent aucun rôle pour dissuader des conflits majeurs. Et donc, selon cette conviction, elles prônent l'abolition des armes nucléaires et grâce à l'action de cette ONG et puis au travail de certains États, il y a une convention qui a été adoptée, un traité en 2017 aux Nations Unies, qui s'appelle le traité d'interdiction des armes nucléaires et dont les signataires s'engagent à évidemment ne pas avoir d'armes nucléaires ou les détruire, etc. Donc ça a été une grande victoire pour l'ONG en 2017 et le fait que des États ratifient le traité et qu'il soit reconnu de plus en plus au niveau international, c'est une satisfaction forte et une preuve qu'il y a en tout cas, on va dire pour une centaine de pays de la communauté internationale, vraiment une conviction que ces armes ne contribuent aucunement à leur sécurité, qu'elles doivent disparaître dans le court terme et qu'il faut avoir une approche beaucoup plus radicale pour favoriser les armements plutôt que l'approche, on va dire, qui est celle des États dotés de l'arme nucléaire, de leurs alliés en Europe, etc., de dire ça prend du temps, c'est des choses de long terme. Des fois, on arrive à négocier entre nous et à avoir ces fameux traités comme New Start qui vont réduire les arsenaux. Des fois, c'est plus compliqué, mais on essaye sur le très long terme. Donc, c'est vraiment des visions qui sont un peu aux antipodes, aujourd'hui qui s'affrontent, je dirais, assez fortement. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, le risque nucléaire est plus grand. Et du coup, les lectures qui sont faites sont complètement opposées et créent un affrontement un peu idéologique. Pour ICANN, et les États qui soutiennent un peu cette démarche, plus fort est le risque de conflit nucléaire, plus urgent est la pression pour les éliminer immédiatement. Ça doit être vraiment la priorité. Alors que pour les États qui s'appuient sur la dissuasion, dans ce contexte de très forte tension, il faut surtout pas précipiter le désarmement d'un État. Et alors, pour nos pays, on va dire, c'est surtout l'argument de dire il faut surtout pas que les démocraties libérales, occidentales, etc., décident de se désarmer toutes seules, parce que sinon, là, on est sûr de tomber dans une avalanche de tensions, des invasions, etc., avec des États qui se conduisent en dépit des règles internationales. Les mécanismes de droit ne fonctionnent plus parce qu'on a des États qui les respectent pas. Et donc, malheureusement, il y a que la force de la dissuasion qui peut arrêter ces États autoritaires, agressifs, etc. Donc, il y a vraiment une telle dualité de lecture qu'il y a vraiment un affrontement idéologique qui complique largement les discussions au niveau international sur tous les aspects nucléaires, militaires, qui créent vraiment des tensions assez fortes. Et bien sûr. Et que dire du rôle de la stigmatisation? Parce qu'il me semble quand même que l'opinion publique en général considère que des armes de destruction massive sont immorales, qu'elles ne devraient jamais être utilisées. Est-ce que ce tabou, alors je ne sais pas s'il est partagé dans tous les pays nucléaires, peut-être en Chine c'est pas le cas, ou en Corée du Nord, j'imagine qu'ils n'ont pas beaucoup de leur mot à dire, mais on leur pose pas beaucoup la question. Oui. C'est ça, oui. Mais d'une manière générale, dans les démocraties par exemple, le rôle de la stigmatisation, il semble jouer un rôle important. Alors, c'est intéressant, c'est en effet l'argument et la stratégie militante d'ICANN et du traité d'interdiction des armes nucléaires de dire, à force de dire, en se calquant un peu sur ce qui a été fait, notamment par exemple pour les mines antipersonnelles ou pour les armes à sous-munitions, qui ont vraiment montré l'impact humanitaire de ces armes-là, et en disant, à force de montrer à quel point ça a un impact humanitaire, que ça va forcément tuer des civils, détruire des infrastructures civiles, etc., avoir des conséquences pour l'environnement, bien sûr. À force de le dire, ça renforce le tabou de l'utilisation et puis ça stigmatise ces armes et on s'aperçoit que du coup, on peut plus les utiliser, elles deviennent obsolètes et on peut aller vers leur élimination. Cet argument, il fonctionne dans une certaine mesure. Évidemment, la critique sous-jacente, qui en est faite, c'est de dire ça stigmatise les armes dans les pays où il y a une opinion publique sensibilisée à ces questions-là et où on demande l'avis de l'opinion publique dans les politiques publiques. Dans les autres, c'est complètement indifférent. Et donc, ça crée un poids fort sur les pays démocratiques avec liberté d'expression, etc., qui n'existe pas dans les autres pays. Et donc, ça les met dans un désavantage stratégique, alors que justement, elles sont dans une situation de compétition forte avec ces régimes autoritaires et agressifs. Donc ça, c'est la critique qui est régulièrement entendue. Le deuxième point que je voulais mentionner, c'est qu'on a vu avec l'invasion d'Ukraine
que ces opinions publiques justement sensibilisées à l'impact environnemental et de manière générale en Europe plutôt hostiles au nucléaire ont eu tendance quand même à je dirais pas complètement se retourner, mais il y a eu des évolutions assez nettes visibles en 2022, avec des pays par exemple comme l'Allemagne où la popularité, on va dire, des armes nucléaires était très faible, peut-être de l'ordre de 20-30% avant le conflit. Et là, il y a une majorité d'Allemands récemment qui a, selon un sondage, avec toutes les réserves qu'on peut mettre sur les sondages de cette nature, mais il y avait plus de 50% des sondés qui répondaient qu'ils soutenaient plutôt la politique nucléaire de l'OTAN, ce qui était assez révolutionnaire en fait pour l'Allemagne. Donc dans ce cadre de conflit, de peur, d'angoisse face à Vladimir Poutine, il y a eu plutôt des évolutions allant vers le soutien à la dissuasion dans pas mal de pays. En Allemagne, je le disais, en Suède, qui a décidé de rejoindre l'OTAN, une alliance nucléaire, alors que la Suède était vraiment un terreau, je dirais, assez fort en faveur du désarmement. Donc ça c'est assez intéressant de voir à quel point, justement, il peut y avoir des basculements devant quand le contexte sécuritaire se dégrade, ça peut créer des basculements assez brutaux et assez peut-être assez inattendus finalement qu'on n'aurait peut-être pas pu anticiper il y a quelques années. Oui, effectivement, je pense que c'est de se dire que si les États autoritaires sont les seuls au monde à avoir des armes nucléaires, ça va pas forcément avoir un résultat très harmonieux sur la planète. Ouais, c'est malheureux qu'on soit dans une sorte de stabilité comme ça. Et donc bon, pour conclure, si jamais quelqu'un qui nous écoute souhaiterait contribuer à réduire les risques de conflit nucléaire ou s'intéresse sur le sujet pour d'avoir un impact positif sur ces questions, quels sont les meilleurs moyens d'action ou les carrières peut-être pour des étudiants que vous suggérez? Oui, il y a beaucoup de choses intéressantes qui peuvent être mentionnées, d'autant qu'on est vraiment dans une période où il y a plutôt c'est des sujets qui ont malheureusement qui sont plus d'actualité qu'il y a peut-être 20 ans, où on se disait le nucléaire c'est un peu derrière nous, il y a d'autres risques, d'autres dangers, d'autres priorités, à la fois d'ailleurs au niveau sécuritaire, mais juste peut-être le changement climatique, des choses comme ça qui sont d'autres urgences à gérer. Et malheureusement là ça fait un retour un peu fracassant sur la scène internationale. Alors il y a beaucoup de choses intéressantes, je vais en mentionner peut-être quelques-unes au niveau scientifique. Il y a des choses très intéressantes à regarder, à la fois pour tout ce qui va être lutte contre la prolifération, donc quelles peuvent être les technologies, les techniques employées pour suivre des programmes nucléaires, pour s'assurer du caractère civil et sûr des installations, tout ce qui va entourer le contrôle des matières nucléaires. De ce point de vue-là, il y a vraiment des choses intéressantes avec l'AIEA, avec les moyens nationaux, etc. Le désarmement nucléaire en lui-même, on a parlé beaucoup des conditions politiques qui seraient nécessaires, ou en tout cas des blocages politiques aujourd'hui, mais il y a aussi des défis scientifiques qui sont intéressants, et notamment qu'on ne s'est jamais vraiment posé, on n'a jamais vraiment réussi à faire pour l'instant, démanteler tout un arsenal nucléaire avec une forme de transparence, sans pour autant donner aux autres la recette de ces armes nucléaires, mais réussir à convaincre la communauté internationale qu'on a des armées. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment le faire. Il y a des exercices, il y a des choses, des réflexions, mais il y a beaucoup de défis à mener et beaucoup de choses à apporter à ce niveau-là, y compris au niveau scientifique, pour réfléchir comment on peut prouver que c'est des matières nucléaires, mais qu'elles n'ont pas été altérées, mais sans pour autant avoir la composition chimique, par exemple. Ça, c'est des choses assez intéressantes sur lesquelles il y a vraiment des études de pointe qui sont faites. Donc ça, c'est un peu l'aspect scientifique. Il y a plein de dimensions à ce niveau-là. Bien sûr, la réflexion stratégique, elle va être nécessaire dans les États, dans les organisations internationales, dans les universités, dans les centres de recherche, parce que malheureusement, on a l'impression que c'est des défis qui vont rester avec nous encore pour pas mal d'années. Très bien, c'est une bonne conclusion. Merci. J'espère que s'il y a des gens qui nous ont écoutés seront motivés pour poursuivre ces recherches. Merci à vous.